Alain de Benoît, merci de nous éclairer sur la guerre en Irak. Personnellement, je ne sais toujours pas si elle est opportune ou si elle ne le sait, ou si elle ne l'est pas. Alors, votre appréciation sur le sujet. Je crois qu'elle est non seulement inopportune, mais qu'elle est véritablement abominable. Il y a eu il y a déjà eu un certain nombre de guerres ces dernières années. On a vu à ce moment-là l'opinion se partager pour le contre, et un certain nombre d'explications être données de part et d'autre. Mais aujourd'hui, il y a une quasi-unanimité dans le monde, et c'est ça qui est très, très frappant, pour condamner la guerre, depuis la France, le pape Jean-Paul II, la Russie, la Chine. Quand on voit les immenses manifestations de masse qui se sont déroulées dans tous les pays, et singulièrement dans les pays d'Europe les rares pays qui s'étaient alignés sur la position américaine, comme l'Espagne ou l'Italie, ou l'Angleterre bien entendu, lorsque l'on voit l'unanimité ou quasi-unanimité de la classe politique française, on se rend bien compte qu'il y a tout un discours de propagande qui n'est pas passé, et je dirais que les Américains, qui ont les moyens bien entendu de gagner la guerre qui se déroule actuellement en Irak, ont par contre perdu complètement la bataille de l'opinion, la bataille politique et diplomatique. Alors pourquoi ? Parce que les gens ont bien vu que ce pays, l'Irak, qui est un petit pays d'une vingtaine de millions d'habitants, qui est soumis à un blocus abominable depuis 10 ans, dont la population subit toute une série de malnutrition, de difficultés, de pauvreté, qui a été bombardée tant et plus au moment de la guerre du Golfe, ne menace strictement personne, et que les Américains, qui n'ont cessé de dire l'Irak a des armes de destruction massive, n'ont jamais pu en apporter la preuve. Alors quelles pourraient être les motivations des Américains? Quelles sont les réelles motivations, je crois qu'elles sont bien connues aujourd'hui, mais je dirais qu'il faut peut-être les voir en deux rangs, si vous voulez. Il y a les motivations immédiates, qui sont de toute évidence des motivations pétrolières. Le golfe Persique, rappelons des banalités, le golfe Persique est une zone clé du point de vue de l'approvisionnement énergétique. Les rapports des États-Unis avec l'Arabie Saoudite se sont détériorés fortement ces dernières années. Les Américains veulent tout simplement mettre la main sur le pétrole, à la fois pour se prémunir d'une détérioration possible de leurs relations avec l'Arabie Saoudite, assurer la sécurité et la diversification de leurs approvisionnements, mais aussi, et ça c'est peut-être l'aspect qu'on souligne moins, mais aussi prendre le contrôle des sources d'approvisionnement énergétique des autres pays du monde, c'est-à-dire de ces pays qui demain pourraient se poser en rivaux potentiels, au premier rang desquels bien entendu l'Union européenne, mais également la Chine. Or, vous avez déjà eu la guerre en Afghanistan qui a permis aux Américains de prendre le contrôle de l'acheminement du pétrole de la Caspienne, de l'Asie centrale. Si vous détenez à la fois la Caspienne et le golfe Persique, vous contrôlez l'approvisionnement en pétrole pratiquement du monde entier, à une époque où chacun sait à quel point le pétrole est véritablement vital, n'est-ce pas ? C'est l'or noir. Au-delà, je crois qu'il faut voir plus loin. Les Américains n'ont pas caché que l'Irak, c'était pour eux un début. C'est-à-dire qu'ils veulent, d'une part, remodeler le Proche-Orient par toute une série de manœuvres politiques ou militaires plus mirobolantes les unes que les autres, et qui risquent de se traduire par une déstabilisation générale de la région. Et d'autre part, ils veulent, et je pense que ça c'est quand même l'objectif le plus visible aujourd'hui, créer les conditions dans lesquelles leur hégémonie mondiale deviendrait irréversible. Oui, parce qu'on soupçonne leurs intentions de redistribuer complètement un petit peu cette partie du monde, à la limite même de redessiner les frontières, non ? Je crois qu'il faut bien prendre conscience du moment historique dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes sortis, non seulement du XXe siècle, mais nous sommes sortis de l'après-guerre. La grande date, c'est évidemment la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique. Jusque-là, le monde était divisé, grosso modo, en deux. Un monde bipolaire, il y avait la sphère d'influence soviétique, et puis il y avait le monde atlantique, etc. Ces deux puissances s'affrontant, notamment dans le tiers-monde. L'effondrement brutal du monde soviétique n'a pas débouché sur un monde multipolaire, ce qui aurait été souhaitable,
mais sur une situation dans laquelle la superpuissance ou l'hyperpuissance, comme on dit maintenant, des États-Unis est totalement dominante. Mais d'un autre côté, c'est une période de transition. C'est-à-dire qu'à l'horizon des 10 ou 15 prochaines années, on voit bien qu'il y a des puissances potentielles qui montent. Il y a la Chine au premier rang, il y a l'Union européenne malgré tout, il y a l'Inde éventuellement, et les États-Unis veulent profiter de cette période de transition où ils sont pratiquement invincibles, où ils n'ont pas de véritables rivaux, mais où ils savent qu'il va s'en profiler à l'horizon pour se prémunir contre une telle éventualité et pour utiliser aujourd'hui tous les moyens de leur puissance, essentiellement technologiques et militaires, pour remodeler le monde de façon à pérenniser, encore une fois, les conditions de leur hégémonie. Alors, c'était déjà une chose un peu perceptible à partir du second mandat de Bill Clinton, mais ça s'est accéléré de manière prodigieuse avec l'arrivée au pouvoir de Bush et surtout de tous les faucons, de tous les conseillers néo-impérialistes qui l'entourent et qui ont développé une doctrine d'une extraordinaire brutalité.